Oui, bonjour tout le monde. Donc d'abord, je félicite Centro pour initier cette forum de discussion malgré la pandémie. Donc pour qu'on puisse quand même se contacter et puis se partager les recherches. Ce que je voudrais discuter aujourd'hui avec vous est directement associé avec l'eau. Mais plus concentré sur la valeur économique des services écosystémiques fournis par une entité hydrique, ici le cas du lac Saint-Pierre. Et puis, je voudrais essentiellement concentrer sur comment les changements climatiques pourraient impacter sur ces services écosystémiques. Et puis, en économie, comment on pourrait mesurer ces pertes en unités monétaires. Donc, je pense que Lac Saint-Pierre n'est pas forcément une entité hydrique étrange pour cette audience de Centro. Il s'agit de la plus grande plaine inondable de l'eau douce au Québec. Et puis, 40% de milieu humide du bassin versant de la fleuve Saint-Laurent. Avec très peu de profondeur. En fait, depuis des années, en fait, le lac Saint-Pierre est considéré comme un habitat idéal pour plusieurs espèces d'oiseaux et puis des poissons. Grâce à cette forte concentration des espèces de la faune et puis de la flore, lac Saint-Pierre a été reconnu comme site Ramsar et puis depuis presque 20, donc plus que 20 ans, ainsi le réserve de la biosphère de l'UNESCO depuis 20 ans. Cependant, c'est aussi un lac qui subit pendant des années des pressions fortes anthropiques, car 1,9 million de population du Québec habitent dans le bassin versant des tributaires directs du lac Saint-Pierre. Beaucoup de données de recherche ont déjà documenté les forts impacts de pression anthropique, soit sur la qualité de l'eau, soit sur les conditions riveraines, ainsi directement impacter les habitats de la faune et puis de flore de ce lac-là. La situation était tellement préoccupante que le ministère des Forêts et puis de la faune et des parcs a instauré la moratoire pour la pêche de perche chaude depuis presque 10 ans. Donc, en fait, jusqu'ici, cette moratoire est toujours en vigueur. On croit que le changement climatique pourrait ensuite en fait continuer à modifier le régime hydrologique du lac. Donc en fait, ceci peut créer des crues probablement plus élevées ou plus précoces et des étiages plus sévères. Donc on peut s'attendre que la température de l'eau augmente de façon importante dans les futurs 50 ans. Et puis, ce qu'on craint, c'est qu'il y aura d'autres épisodes de mortalité très élevés des poissons reliés à l'augmentation de température d'eau, comme ce qu'on a vécu en 2001, donc, qui est associé avec aussi une crise de cyanobactéries. Alors, donc, en fait, la question de la valeur économique a été, en fait, notre équipe a été contactée par Ouranos dans un projet de grande envergure qui regarde les impacts des changements climatiques sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis, l'intérêt de faire une recherche, une étude sur l'impact économique des changements climatiques sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, notre équipe a été sollicitée pour se pencher sur la question de perte de valeur économique des services écosystémiques. Et puis ici, il y a vraiment une saveur très forte sur les activités de pêche, donc pêche blanche, pêche en eau libre. Mais on a réussi à élargir aussi sur d'autres aspects touristiques que je vais essayer de vous présenter ici. Donc, en fait, c'est un projet sous collaboration avec le MFP, ainsi avec la participation de l'aire faunique communautaire du lac Saint-Pierre.
Donc, l'objectif de recherche, essentiellement, c'est de calculer, c'est de mesurer les pertes potentielles des services écosystémiques du lac Saint-Pierre sous les impacts de changement climatique en valeur économique. Donc, en fait, essentiellement, on a regardé deux aspects. Dans cette section que je vais vous présenter, on a regardé essentiellement deux parties, deux aspects de cette perte de valeur économique. D'abord, les retombées économiques directement observables, c'est-à-dire les réductions potentielles de dépenses qui sont associées avec les activités récréotouristiques sur le lac. Ainsi, la réduction de satisfaction des visiteurs du lac. Donc, en fait, ici, on inclut, notre intention, c'est d'inclure une considération de valeurs subjectives de différents citoyens utilisateurs du lac. Donc, en fait, notre outil de recherche, c'est une enquête en ligne qui est réalisée pendant la période du projet. Objectif, c'est de vraiment aller solliciter des répondants qui nous permettent d'avoir un échantillon représentatif de la population québécoise âgée de plus de 18 ans. On a posé beaucoup de questions. La partie de questions sur laquelle, en fait, je vais présenter aujourd'hui avec vous, là, c'est essentiellement sur leur visite au lac Saint-Pierre pour toutes sortes d'activités touristiques confondues. Donc, en fait, parmi les 2361 personnes qui ont répondu à notre questionnaire, qui habitent partout au Québec, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a 19% de cette population ont déjà visité au moins une fois le lac dans le passé, et puis il y a 7% de cette population qui ont au moins visité une fois le lac pendant les derniers 12 mois, donc en fait essentiellement en 2015. On a aussi d'informations sur le nombre moyen de visites par personne, et on a des questions précises pour décortiquer toutes les dépenses qu'ils ont dû faire lors de leur dernière visite au lac. Pour pouvoir prolonger nos questions sur le changement climatique, donc en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est grâce à l'aide d'un panel d'experts associés au projet, on a réussi à identifier un scénario futur pas le plus pessimiste, un scénario futur très probable des conditions des différents services écosystémiques sous les impacts du changement climatique pendant les prochains 50 ans. Donc, en fait, ici, comme vous voyez, j'ai un tableau ici qui vous illustre la situation d'aujourd'hui. Ça, c'est une situation réelle du lac Saint-Pierre lorsque du projet a été lancé. Et puis, avec l'aide de biologistes, écologistes, beaucoup de monde qui travaille vraiment seulement sur le lac Saint-Pierre, on a réussi à établir un scénario qui se basait sur la prédiction que le niveau d'eau de lac Saint-Pierre va réduire 50 cm. Mais 50 cm ne semble pas beaucoup, mais en fait, sur les 3 mètres, là c'est vraiment une réduction importante. Alors, donc, en fait, ainsi, on a réussi à comprendre qu'après avoir présenté ce scénario futur, la plupart de ces 165 visiteurs ont déclaré que leur intention de visiter le parc seront réduites. Donc, en fait, on a observé en moyenne une réduction de 2,69 fois par année par rapport à 4,73 fois par année en moyenne dans la situation actuelle. Donc, en fait, ça fait quand même une réduction importante. Donc, ainsi, on a réussi à calculer le retombée économique directe associée avec les activités récréotouristiques à travers une extrapolation des données sur leurs dépenses engagées dans leur dernière visite au lac Saint-Pierre. Donc, en fait, avec ceci, on a réussi à comprendre que si on compte 7% de population québécoise visite par année le lac Saint-Pierre, avec toutes les données moyennes qu'on a réussi à observer dans notre échantillon, qui est représentatif de la population générale du Québec, on a réussi à convertir une réduction potentielle de retombées économiques par année à cause du changement climatique qui est environ de 100 millions de dollars.
Et on a réussi aussi, en fait, notre donnée nous permet aussi d'exploiter les futurs comportements des utilisateurs du lac. Donc, en fait, en économie, selon les mains invisibles d'Adam Smith, peut-être en fait, vous l'avez déjà entendu parler, ça fait partie des fondements les plus importants de microéconomie. On a compris que les satisfactions des visiteurs, en effet, est forcément plus important que les retombées économiques qu'ils payent pour réaliser leur visite. Donc, en fait, c'est qu'il faut qu'ils puissent avoir plus de satisfaction pour motiver leur paiement. Donc, en fait, c'est que cette information, en effet, la satisfaction des visiteurs pour chaque visite est en effet enregistrée sur sa courbe de demande. Donc, en fait, plus le coût est élevé, donc plus le coût est élevé, moins il y aura des visites. Avec la réduction de coûts, en principe, on va observer une augmentation du nombre de visites. Donc, ainsi, on a réussi à comprendre que pour une personne représentative de la population, donc en fait, si ici, c'est le coût qui paye pour chaque visite, ainsi ici, le nombre de visites. Donc, en bas, vous avez le retombée économique, le petit triangle en haut, en effet, mesure la satisfaction nette d'un visiteur. En économie, on l'appelle surplus de consommateurs. Donc, en fait, notre objectif, en effet, le deuxième objectif, c'est d'essayer d'estimer cette fonction de demande, courbe de demande à travers les données statistiques avant et puis après l'imposition de la présence de choc climatique. Donc, en fait, ici, vous pouvez très bien imaginer, vous avez la situation actuelle, tout égal par ailleurs, à cause du fait que les services écosystémiques fournis par le lac diminuent. Donc, en fait, on aura moins de visites. Pour le même niveau de prix, on aura moins de visites. Donc, en fait, ici, vous voyez en haut la réduction de satisfaction nette de visiteurs. En bas, vous avez la réduction de retombées économiques. Alors, donc, en fait, avec les statistiques, je vais vous épargner des détails sur l'analyse statistique. Donc, en fait, on a réussi à tracer la courbe de demande actuelle en bleu et la courbe de demande après l'introduction de changements climatiques en rouge. Donc, en fait, c'est que comme vous voyez, la situation moyenne est en effet notée ici. La question qui nous a poussé, la difficulté qui nous a poussé d'adopter une fonction non linéaire, c'est qu'en fait, on a des gens qui ont déclaré vraiment des demandes, des dépenses extrêmement élevées. Donc, en fait, ça nous force à utiliser une fonction en log au lieu d'une fonction linéaire. Mais comme vous voyez, en haut, là, donc en fait, la demande diminue pour le même niveau de coût de 4,73 fois à 2,4 fois. Donc, en fait, ainsi, on a compris que si la satisfaction des visiteurs est actuellement de 407 millions de dollars par an, donc cette surface-là, ceci va diminuer à cette surface. Donc, en fait, finalement, c'est 175 millions de dollars après le changement climatique. Donc, on peut déduire une réduction de niveau de satisfaction des utilisateurs de 232 millions de dollars, donc qui est presque 60% de la valeur actuelle observée pour le lac. Cette surface. Donc, en fait, cette surface sera perdue. C'est une perte de satisfaction des visiteurs reliée à la réduction de la qualité des services écosystémiques. Et puis, en bas, vous avez certainement la perte de retombées économiques, qui est 100 millions de dollars. Donc, en fait, une petite discussion sur ce qu'on a réussi à faire ici. Ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'en fait, si notre discussion doit être faite avec le gouvernement, ils sont beaucoup plus intéressés par le retombée économique parce que pour eux, ce sont des notions beaucoup plus concrètes. Mais dans cette notion-là, en fait, souvent, ce qu'on ne peut pas regarder, ce sont des satisfactions subjectives de chaque citoyen, qui est quand même un indicateur très important à considérer pour prendre peu importe quelle politique publique ici, en fait, comme des mesures pour préserver la qualité du lac. Une autre chose que je vais dire que ça pourrait être une bonne critique pour mon propre, autocritique pour cette méthode-là, c'est que cette méthode regarde seulement les valeurs subjectives
centré à l'homme. Donc, en fait, c'est que, étant donné que la science économique étudie essentiellement les comportements, les décisions des individus, donc, en fait, on est automatiquement associé avec associé notre intérêt sur comment un changement pourrait affecter l'utilité des gens. Donc, en fait, ceci est forcément pas équivalent à la valeur écologique que certains économistes, certains écologistes préconisent. Un meilleur exemple, c'est qu'on pourrait très bien avoir une petite étang artificielle au milieu du centre-ville de Montréal. Donc, où on peut observer énormément d'utilisateurs, donc ainsi une valeur économique centrée à l'homme très élevée, sauf qu'en termes de valeur écologique, vous pouvez imaginer, il est loin d'être le cas parce qu'un lac qui se trouve dans son état intact, écologiquement intact, mais ils n'ont aucun utilisateur à cause de l'inaccessibilité, pourrait peut-être avoir une valeur écologique beaucoup plus importante, mais pour l'économiste, en fait, avec cette méthode-là, forcément, la valeur sera très, très faible. Il y a d'autres méthodes en économie essayent de parcourir cette différence et de récupérer cette différence entre la valeur subjective de l'utilisateur versus les valeurs écologiques intrinsèques, incluant les utilités ou les satisfactions des non-utilisateurs, parce qu'en fait, le lac Saint-Pierre qui existe là-bas, il n'y a pas seulement une valeur pour l'utilisateur. Tout le monde habite autour, même en fait de presque toutes les populations au Québec, bénéficient de l'existence de lac Saint-Pierre parce que à travers son rôle de régulation des climats, gestion des crues, purification de l'eau de la fleuve Saint-Laurent. Donc, en fait, bien sûr, il y a d'autres valeurs que cette méthode ne peut pas inclure. Mais en fait, ici, comme je vous illustre, il y a toutes d'autres méthodes qui nous permettent d'aller chercher cette valeur totale économique du lac Saint-Pierre. On a une section de recherche aussi sur cette partie, mais les données finales n'ont pas encore publié. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le papier qu'on a réussi à publier en novembre 2019. Donc, en fait, ici, je vous illustre la première page de cette publication. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez facilement trouver son accès. Donc, en fait, merci beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup, Thier. C'était vraiment une présentation très intéressante. C'est maintenant la période de questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc, je ne sais pas si tu vois le chat, Thier. Je vais essayer de faire parce qu'il faut d'abord, je sors. Tout à l'heure, parce que je ne voulais pas avoir le chat lors de ma présentation, je me suis mis dans un mode. Oui. Je vais essayer. Bon, tu vois, en fait, OK. Oui, donc en bas, si tu mets en plein écran le Zoom en bas, tu vas voir l'icône chat. Puis tu vas pouvoir... OK, il faut que je mette en plein écran encore, c'est ça? Oui, c'est ça. Attendez. Je vais peut-être d'abord quitter le partage de page. Il se peut que ça peut m'aider. Je ne sais pas, oui. Je vais essayer. Pas de problème. Ah oui, je vois, c'est bon. D'accord. Est-ce que je clique? OK. Oui, il y a une question. Oui. Donc, dans le fond, c'est ça. Sûrement qu'il y en a d'autres qui vont venir par la suite, mais je veux juste t'inviter à lire les questions des participants avant d'y répondre. Donc, okay. Donc, la question est, est-ce qu'il y aurait un moyen de pallier à une partie de cette perte économique pour prévenir la détérioration du lac face au changement climatique? En effet, en fait, c'était un projet très grand. Dans ce projet-là, à part faire l'évaluation de la valeur économique des pertes des services écosystémiques, on a aussi une série de mesures proposées par notre panel d'experts pour
pour pouvoir remédier un peu la situation, parce que finalement, essentiellement, c'est une course contre le changement climatique, en fait, qui est ancrée dans la logique d'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, une des politiques, en fait, il y en a énormément qui ont proposé plusieurs mesures. En fait, il y a plusieurs mesures qui sont proposées. Il y a une mesure qui m'apparaît extrêmement intéressante. Je sais qu'il y a un groupe de chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est essentiellement de faire une meilleure gestion de bancs riverains. Parce qu'apparemment, il y a une raison assez importante qui peut expliquer le problème de pollution, essentiellement la présence de phosphate dans le lac Saint-Pierre, qui est une des causes de plusieurs problèmes qui est associée avec la perte de services écosystémiques. Donc, en fait, l'augmentation, le phosphate est essentiellement associé avec les activités agriculture. Donc, en fait, il y a des projets actuellement qui sont menés pour convaincre les agriculteurs de faire une meilleure entretien de leur bancs riverains, dans le sens d'éviter au moins de réduire, là, on va dire éviter, c'est vraiment pas tant mon domaine. Je pense qu'en fait, essentiellement, c'est pour réduire les problèmes de pollution dans l'eau. Certainement, il y a d'autres choses, c'est relié avec le niveau d'eau. Donc, en fait, ça, c'est une discussion beaucoup plus intergouvernementale entre les États-Unis et puis le Canada. Vous savez que l'eau de fleuve Saint-Laurent, essentiellement, provient de grands lacs. Donc, en fait, on a des discussions là-dessus pour peut-être, en fait, permettre d'avoir davantage d'eau dans le lac Saint-Pierre. Si le niveau d'eau pourrait être préservé à certains niveaux un peu plus élevés, surtout pendant le temps sec et puis chaud, pendant l'été, on peut observer plusieurs épisodes comme ceci. Donc, si on peut maintenir le niveau d'eau, il y a plusieurs problèmes qui pourraient être associés. Mais ça, c'est une discussion qui implique des joueurs beaucoup plus importants que seulement le gouvernement du Québec. Il y a une autre question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question, mais s'il y a d'autres choses qui s'en viennent, je vais vous revenir. Donc, il y a une autre question qui est sur qu'est-ce qu'on entend par l'expression avant, après les changements climatiques. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que quand on est dans le projet, souvent, en fait, on est un peu emporté par tous les jargons qu'on utilise tout au long du projet. Essentiellement, en fait, le changement climatique se présente tout le temps. Ce qu'on aimerait, de toute façon, on est dans le courant de changement climatique, sauf qu'en fait, apparemment, on est arrivé à un point que les impacts anthropiques deviennent tellement grands qu'on prévoit des grands changements en termes du climat. Ce qu'on aimerait faire, en effet, c'est de tout simplement isoler la situation actuelle. Donc, et puis ensuite, en fait, on a, à part, je pense qu'en fait, j'ai une petite présentation. Je ne voulais pas forcément les présenter parce que je sais que je ne suis pas expert. Donc, ici, si vous voyez en bas, est-ce que vous avez encore le partage d'écran? J'espère. Oui, on l'a encore. OK, donc en fait, en bas, je n'ai pas mis en grand. Donc en fait, ici, c'est une prédiction qui est faite par le WRANOS, par David Huard, qui est aussi dans ce grand projet financé par le Ressources Canada et puis le WRANOS, dans laquelle, en fait, tous nos analyses économiques sur les impacts du changement climatique proviennent de cette prédiction. Dans cette prédiction-là, ce que David a réussi à nous illustrer, c'est de réduction du niveau d'eau de lac Saint-Pierre en moyenne, ainsi que toutes les variabilités qui est associée avec une prédiction d'augmentation de température, ainsi que amplification des épisodes de variations importantes en termes de météo et puis du climat. Donc, en fait, je peux vous dire qu'en fait, après un changement climatique, c'est un jargon qui n'est pas tout à fait correct. C'est vraiment une comparaison d'aujourd'hui par rapport à une situation qu'on peut prédire pour les prochains 50 ans. Donc, en fait, ça a été de 2015 jusqu'à 2065.
Je vois une troisième question. Est-ce que tu pourras nous parler brièvement de ton projet de la valeur économique de la trame bleue de Montréal? Oui, effectivement. En fait, Maxime en fait, voulait que je vous parle d'un autre article publié encore plus récent. C'est en janvier cette année qui est publié là-bas. On pourrait parler un peu de ceci qui, là-bas, c'est une méthode. Si je reviens à ma dernière acétate, où en fait je fais une autocritique de moi-même par rapport à la méthode que j'ai utilisée ici essentiellement, en fait c'est une méthode qui se focalise sur l'utilisateur du lac. Donc l'autre méthode en fait que j'ai utilisée dans l'étude sur la trame bleue, c'est d'évaluer la valeur de service écosystémique de la trame bleue du Grand Montréal pour utilisateurs non utilisateurs confondus. Donc, dans laquelle, en fait, c'est une collaboration directe avec le Nature Action Québec, où on a réussi à identifier 4 petits projets. Donc, en fait, ces 4 petits projets ont été présentés à la génération, à la population générale du Québec, parce qu'on a compris que même qu'il y a des gens qui vont peut-être jamais visiter ces différents sites, en fait, finalement, il y a 4 sites. Donc, si mon mémoire n'est pas encore trop mauvais, je pense qu'il y a Belleuil, Verdun, Plainville. Il y a un autre que j'ai oublié. Donc, en fait, ce qu'on voulait présenter à tout le monde, c'est de demander aux gens de choisir le projet qui lui paraît le plus important, plus pertinent, selon leurs propres préférences. Peu importe, vous êtes habitant dans la région de Grande Montréal ou si vous comptez ou non d'aller visiter une de ces sites-là. Donc, en fait, c'est que parce que tous les projets sont présentés, illustrés selon les améliorations qu'on peut apporter à différents services écosystémiques associés avec l'eau. Donc, dans laquelle, en fait, on a le fameux attribut, le fameux aspect d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc, en fait, c'est un projet qui a été fait. La raison pour laquelle je n'ai pas présenté ici, essentiellement, c'est que j'en ai fait pas mal de présentations de cet article-là dans une audience plus économique, parce que où, en fait, je traite une question méthodologique, économique sur la psychologie des gens. Donc, c'est pour ça, en fait, je ne vais pas forcément aller dans le détail là-bas, mais ce qu'on a réussi à observer, c'est que malgré le fait qu'il y a des gens qui habitent très éloignés de la Grande Montréal, ça veut dire non utilisateurs de ces différents sites, ce qu'on a réussi à voir, c'est que leur choix, leur classement de l'intérêt de 4 sites sont quand même super bien expliqués par le niveau d'amélioration des différents services écosystémiques. Donc, en fait, ce qu'on a vu, que s'il y a un site qui présente une augmentation importante d'espèces menacées, donc qui a pu être conservée grâce au projet. Donc, en fait, on a vraiment senti engouement des gens de se pencher sur ce projet-là et puis de donner une sorte de classe, donner lui un classement beaucoup plus élevé. Donc, dans cette étude-là, si, en fait, j'ai essayé de joindre un peu à l'audience de Centro, c'est que comme pas mal d'autres projets que je fais là, depuis 2009 jusqu'à maintenant, c'est comme plusieurs projets que j'ai étudiés avec la population québécoise. Les Québécois ont vraiment une sensibilité accrue pour la qualité de l'eau. Donc, en fait, peu importe comment on présente nos scénarios, comment je vais quantifier la qualité de l'eau parmi une liste illimitée d'autres services écosystémiques que je peux présenter, l'eau s'affiche toujours comme l'attribut, comme l'aspect de service écosystémique le plus important, qualité de l'eau est le service écosystémique le plus important. Donc, en fait, souvent associé avec une volonté à payer. Donc, en fait, les gens sont prêts à payer pour améliorer la qualité de l'eau. Toujours, en fait, associé avec une volonté à payer plus élevée, significativement plus élevée que tous les autres aspects, comme protection des oiseaux, protection des autres animaux.
Donc, en fait, ça, c'est quelque chose de très particulier. J'espère que Maxime sera content de ma petite présentation. Mais si ça vous intéresse, on pourrait trouver le temps pour que je puisse enlever la partie des choses vraiment très méthodologiques pour que je puisse purger quelque chose de plus simple pour le contexte multidisciplinaire ici. Ok, j'ai un peu perdu le fil parce que ça a sauté beaucoup. Est-ce que vous ou d'autres chercheurs avez évalué les pertes économiques associées aux apports de nutriments qui provoquent tant des éclosions de cyanobactéries dans le lac Saint-Pierre? Non, faut que je réfléchisse. Pour le lac Saint-Pierre, je ne pense pas, parce que pour la simple raison qu'on pense que en étudiant la condition de la faune et puis de la flore, on couvre déjà une partie de cet aspect. Mais la question de phosphate a été, je pense, peut-être a été étudiée par une autre équipe de l'université de Outaouais, mais ce ne sont pas sur lac Saint-Pierre. Donc, en fait, ce sont sur le système hydrique général au Québec. Donc, la question de lac Saint-Pierre n'a pas concentrée sur le phosphate, n'a pas été étudiée. Une autre question. Est-ce que vos données économiques pourraient être prises en compte dans les processus de décision? Si oui, de quelle façon ou de quelle partie prenante? OK, donc ça, c'est une longue... Je peux partager énormément de choses ici. Oui, souvent, en fait, c'est que... souvent, en fait, les gens nous associent, venir nous chercher, nous approcher pour faire ce style d'analyse. C'est pour connaître un peu comment les citoyens vont réagir. Et puis, ils ont cette préoccupation de prendre en compte les intérêts ou comment dire, en fait, les opinions publiques sur des aspects associés avec l'environnement bien géré ou moins bien géré. Donc, ça, c'est une intention. C'est pour ça, en fait, on a été quand même sollicité. Mais l'approche était peut-être un peu différente parce que souvent, on travaille beaucoup avec les gens dans le ministère, mais qui s'occupent du côté vraiment politique. Et puis, surtout dans le ministère de l'Environnement. Et puis, l'histoire, c'est qu'en fait, la décision sur comment mesurer, comment améliorer les impacts environnementaux sont parfois intimement reliés à des décisions économiques. Donc, en fait, il y a cette balance-là. Donc, en fait, il y a des intérêts économiques et des intérêts environnementaux. Donc, en fait, si les gens préfèrent de nous solliciter, c'est essentiellement de pouvoir mettre une poids sur l'intérêt environnemental pour qu'on puisse créer une sorte d'équilibre. Donc, en fait, notre intérêt, c'est de vraiment essayer d'aller chercher ça pour les gens. Donc, en fait, on propose nos chiffres, mais nous propose nos chiffres, donc en fait, surtout avec cette intention de pouvoir non seulement dire OK, donc c'est quoi le retombée économique, parce qu'on veut vraiment aller plus loin dans des valeurs écologiques, donc en fait, les valeurs de l'environnement, valeurs intrinsèques de l'environnement, le stock de capital environnemental, dans ce sens-là. Mais chaque fois qu'on a présenté ce style d'étude-là, c'est comme notre étude est automatiquement discrédibilisé parce que l'histoire, c'est que souvent, on observe des valeurs extrêmement élevées. Par exemple, ici, pour le cas de lac Saint-Pierre, la partie de choses que j'ai pas, comme j'ai 15 minutes, j'ai pas mis beaucoup de contenu. On a une autre méthode qui est associée avec cette grande enquête-là, dans laquelle on a réussi à comprendre que la valeur totale économique des services écosystémiques essentiellement associés à la pêche est 3 milliards de dollars par an. Donc, c'est comme ce chiffre tellement élevé, là, ça nous
automatiquement discrédibilisé. Donc, en fait, les gens vont revenir sur des chiffres beaucoup plus conservateurs qui est le retombée économique. Donc, en fait, oui, on aimerait de donner nos opinions et puis, sauf que parfois, c'est comme la valeur a tellement de valeur qu'on préfère de ne pas croire que l'environnement a tellement de valeur, on préfère croire que l'environnement n'a pas tant de valeur. Donc, en fait, c'est vraiment la difficulté de faire passer des messages parfois, malgré le fait qu'on fait très attention à l'approche qu'on utilise. Et puis, c'est surtout le papier que je ne vais pas vous présenter par rapport le trame bleu, c'est de régler une des problèmes qui est associé avec des scénarios hypothétiques. Comment ce scénario hypothétique peut affecter les réactions des répondants, étant donné c'est hypothétique, parce qu'en fait, ça risque de surévaluer la valeur là. Mais dans peu importe quelle étude qu'on a vue, la valeur usage direct est souvent seulement une très petite pourcentage de la valeur totale économique des services écosystémiques, malgré le fait qu'on se concentre juste sur l'utilité obtenue par l'ordre. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents de mes réponses. Je suis un peu perdue, un peu dans le... dans le fond, il y avait une autre question par la suite de EZ69467. OK, oui. OK, non, juste en haut, excuse-moi, il y a Rino Dubé. On était rendu là, à 1h28. D'accord. Donc, j'espère que je ne vais pas déborder trop. Est-ce qu'il pourrait aussi y avoir des cas associés au changement climatique? Ben oui. Certainement. Donc, en fait, on n'a pas vraiment pris celui-ci en compte. Si vous voulez, effectivement, quand on présente des scénarios, donc on est vraiment concentré sur le service écosystémique, une comparaison avant-après. Donc, en fait, dans certains sens, on n'a pas inclus des potentiels changements associés avec le changement climatique. Dans le sens positif, il y a plusieurs raisons de faire ceci. C'est que la première chose, c'est qu'en fait, c'est très difficile d'identifier la prolongation ou la réduction de la période, par exemple la période de la saison de pêche. Parce qu'en fait, si on croit que l'eau va être dégelée plus tôt et puis on va rester beaucoup plus longtemps dans la période estivale, on peut observer une augmentation d'activité de pêche qui peut bien certainement augmenter les activités, ainsi augmenter le retombée économique ainsi que toutes les autres valeurs économiques associées avec l'utilité, la satisfaction des utilisateurs. Non, on n'a pas inclus. Oui, effectivement, c'est possible, mais ceci nous exige d'aller chercher d'autres expertises comme météorologue pour qu'on puisse avoir une prédiction crédible sur comment la saison de pêche pourrait être augmentée. On a aussi besoin peut-être en fait des gens qui peuvent venir nous dire que c'est quoi la situation, c'est quoi la population de poissons change dans le lac Saint-Pierre parce qu'il y a des espèces envahissantes qui peuvent entrer, qui peuvent être intéressantes. Ça me fait penser à quelque chose. On a aussi étudié dans cette scénario-là, la variation des espèces d'oiseaux. Donc, en fait, c'est que je n'ai pas eu le temps de vous l'illustrer parce que c'est dans une autre étude. Ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que les gens n'attachent pas tant d'importance à la variation des espèces d'oiseaux pour ceux qui observent des oiseaux parce que ça a été scientifiquement prouvé que les oiseaux sont tous en train de monter plus au nord. Donc, du coup, c'est comme il y a des oiseaux qui s'en vont, mais il y a des oiseaux qui arrivent pour remplacer la place. Donc, en fait, on peut quand même observer des oiseaux, surtout des espèces qui n'existaient pas avant sur le sol de Québec. Oui, effectivement, on peut. Donc, en fait, on a déjà observé certains indicateurs sur le potentiel camp, mais ça n'était pas dans notre esprit de faire, ça n'était pas dans notre esprit lorsqu'on prépare le projet. Donc, oui, effectivement, pas dans ce projet-là, mais c'est possible. OK, maintenant, c'est le EZ69. Cet impact économique du changement climatique sur les revenus du lac Saint-Pierre est-elle isolée ou on peut extrapoler ces résultats à d'autres lacs du Canada ou même mondial?
Ici, c'est essentiellement en fait une question de considération méthodologique. Donc, en fait, si vous voulez extrapoler des résultats observés sur le lac Saint-Pierre, sur d'autres lacs, la méthode existe. En fait, la méthode est pratiquée dans le milieu. Donc, en fait, ça s'appelle la méthode de transfert de bénéfices. Cette méthode-là, essentiellement, vous permettre de réaliser une prédiction assez sommaire sur le potentiel changement de situation à cause d'un phénomène. Ici, c'est le changement climatique, ça pourrait être d'autres choses, là, donc, qui est associé avec, par exemple, le feu de forêt, qui peut aussi engendrer des variations. Donc, en fait, l'histoire, c'est que pour faire ça vraiment simple, c'est qu'on peut, souvent, ce qu'on fait, c'est de faire une extrapolation facile, donc en fait, un transfert de bénéfices assez direct. Il y a, là, en fait, je pense qu'en fait, à l'Environnement Canada, vous avez une très bonne base de données qui s'appelle EBRI, EBRI.ca, dans laquelle non seulement différents services écosystémiques sont bien répertoriés, on a aussi quelle étude a trouvé c'est quoi la valeur de ce service-là. Donc, en fait, oui, effectivement, vous pouvez extrapoler, mais ça reste toujours des questions de précision parce qu'il n'y a jamais deux lacs qui soient identiques, il n'y a jamais deux milieux naturels qui soient identiques. Et puis, la population sont différentes, le niveau de revenus de population sont différents, et puis le système économique sont différents. Ici, on a une région où on a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de taxes à payer. Ça affecte notre revenu malgré qu'on dit, OK, le PIB par tête, le pays A et puis le PIB sont identiques, mais si on regarde disponibilité de revenu final, peut-être c'est différent. Et puis, on n'a pas le fardeau de système de santé, mais dans d'autres pays, en fait, ça peut enlever beaucoup de leurs revenus disponibles. Donc, en fait, c'est que on peut faire l'extrapolation, mais il y a forcément des facteurs qui doivent être pris en compte avec beaucoup plus de précautions pour que ce style d'extrapolation puisse être vraiment considéré comme crédible. Donc, le mieux, c'est de toujours faire une étude sur le site, mais comme je dis, là, parfois, c'est juste, on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent, donc la méthode de transfert de bénéfices existe vraiment. OK. J'habite près du lac Saint-Pierre, Pointe-du-Lac. Et il y a 2 ans, il n'y avait aucune contre-indication à la baignade, sauf 2 semaines dans l'été. Depuis cette année, il y a une pancarte mentionnant que l'eau est impropre à la baignade. Pouvons-nous dire que les changements climatiques sévissent déjà et la cause est autre? Je ne peux pas répondre à cette question. En effet, dans notre scénario, essentiellement, on a mentionné que dans la section sud du lac, là, pendant des périodes estivales, on peut observer des journées où il y a des problèmes de qualité de l'eau qui peut empêcher les activités comme le baignade. Et puis dans notre scénario, après, effectivement, lorsque les panels d'experts nous ont donné le scénario, effectivement, le baignade sera complètement impossible à cause de la qualité de l'eau. Donc, en fait, je ne peux pas dire que, parce qu'en fait, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour répondre à cette question avec toutes mes formations en économie, mais c'est une tendance, là. Donc, en fait, même à Sherbrooke, l'autre jour, en fait, je me promène sur lac des Nations, quelqu'un me disait qu'il y a 10 ans, il y a une zone, c'est une zone où on peut se baigner, mais maintenant, on ne peut plus à cause de problèmes de la qualité de l'eau. Donc, en fait, oui, c'est malheureux. Est-ce que c'est associé avec le changement climatique? Sur ce point-là, en fait, peut-être, en fait, c'est contribué par plusieurs facteurs, y compris le changement climatique. Le changement climatique peut peut-être accélérer ce qu'on observe maintenant là, comme des changements de conditions de nature.